D'abord, une certaine clarification sur le nombre de victimes du génocide des Tutsis. Et puis, en quelques mots, les conditions qui ont rendu possible ce génocide. Parce que je crois que c'est ça, à mon sens, qui faudrait faire partie de ce qu'on appellerait le bilan historique. Alors, s'agissant du nombre de victimes, c'est un débat, un sujet qui a été longtemps évoqué. Et actuellement, les Nations Unies, on dit que les Nations Unies parlent de 800 000 morts, mais il n'y a eu aucun document des Nations Unies qui a évoqué ce chiffre. Donc, c'est un chiffre totalement fabriqué par les journalistes, mais donc aucun document officiel des Nations Unies qui a enquêté sur le nombre de victimes et puis qui a publié ce chiffre-là. Donc, ça n'existait pas. Le seul chiffre qui a été évoqué par les Nations Unies, c'est au mois de novembre 1994, par René Denis-Segui, qui était donc rapporteur de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme. Lui, il a évoqué un chiffre allant entre 500 000 et 1 million de morts. Il était parti au Rwanda non pas pour enquêter sur le nombre de victimes, mais pour enquêter sur la matérialité des faits qui s'étaient déroulés en 1994. Alors, le gouvernement rwandais, depuis juillet 1994, a diligenté deux types de rapports de recherche sur le nombre de victimes. Il y a eu d'abord un rapport qui a été, une enquête même qui a été faite en février 1996 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et cette enquête a débouché sur le chiffre de 1 364 020 personnes. Mais les conditions du déroulement de cette enquête n'ont pas été totalement, comment dirais-je, ce n'était pas vraiment des conditions scientifiques au sens du terme, parce que les enquêteurs allaient sur les différents sites de massacre et ils interrogeaient la population, et la population donnait un chiffre approximatif, suivant le nombre de personnes qu'ils connaissaient. Et c'est en additionnant toutes ces informations-là qu'on est arrivé à ce chiffre-ci de 1 364 020 personnes. Et donc, il y avait une marge d'erreur. Et en 2000, en l'an 2000, le ministère de l'administration locale a diligenté une autre enquête sur le nombre de victimes. Et cette enquête-ci a maintenant respecté rigoureusement toute une méthodologie de recherche pouvant recueillir des éléments et des informations fiables. Parce qu'il y avait des fiches techniques que chacun devait remplir en indiquant le nom de la personne tuée, l'endroit où habitait cette personne, l'âge de la personne et si possible aussi d'autres informations. Et sur base donc de ces fichiers et d'une enquête qui a été réalisée dans tout le pays, on est arrivé à un chiffre de 1 074 017 personnes. Et le rapport a été rendu public en 2002. Donc 1 074 017 personnes. Et je crois que ce chiffre-ci est un chiffre exact. Peut-être qu'il peut être revu à la hausse parce qu'on n'est pas sûr d'avoir été de façon exhaustive, d'avoir obtenu toutes les informations. Mais dis-moi, cette enquête a la pertinence de donner tous les noms de personnes tuées et les endroits qu'elles habitaient. Dis-moi les noms des personnes qu'on a pu connaître. Et ces personnes-là sont identifiées. Et il y a quelques personnes qu'on n'a pas pu connaître nommément, notamment les petits-enfants qu'on avait l'habitude d'appeler bébés, fistons, fils. Hein? Donc ces gens-là, on ne connaît pas le nom exact, mais dis-moi, on les mentionne. Donc voilà pour le chiffre, et je crois que c'est un chiffre important et qui pourra aussi contribuer à lever cette ambiguïté sur ce fameux million de morts, ou ces 800 000 morts. Donc. Bon, toujours dans cet aspect-là du bilan historique, bon, un petit mot sur quand même les conditions qui ont rendu possible ce génocide, parce que pour qu'il puisse y avoir 1 075 000 à peu près tués en 100 jours, il a fallu toute une combinaison de facteurs. Et quelques-uns de ces facteurs, c'est que, vous savez, il y avait une culture de l'impunité au Rwanda. Je crois que c'est un élément important qu'il faudra souligner à tout moment. Les Tutsis ont été tués depuis 59, 63, 73, mais les tueurs ont été soit récompensés ou promis et surtout jamais poursuivis en justice. Et cette culture d'impunité a encouragé les tueurs en 1994 à commettre ces mêmes forfaits.
Et il y a aussi les dégâts qui ont été faits par le port de la carte d'identité à mention ethnique. Une carte d'identité à mention ethnique, la personne, le Tutsi, était facilement identifiée, le Hutu était identifié, le Twa était identifié. Il y a aussi ce qu'on peut appeler le culte du chef. Parce qu'au Rwanda, la parole de l'autorité était considérée comme quelque chose que chacun devait tous respecter. Il y a aussi le rôle des médias, les médias extrémistes qui ont été créés à cet effet-là. Et les tueurs étaient sûrs d'obtenir des récompenses s'ils avaient tué beaucoup de monde. Il y a aussi le fait que, ça j'en évoque évidemment quelques-uns, que toute l'administration, les hauts cadres de l'administration de l'État et de l'armée étaient tous des Hutus. Et la frange extrémiste de ces cadres politiques et militaires a conçu le génocide. Je ne dirais pas en toute discrétion, parce que tout de même, les éléments qui ont conduit au génocide étaient des éléments visibles, mais personne ne pouvait imaginer que ces gens-là allaient passer à l'action. Je ne voudrais pas contredire mon ami Laure, mais je crois que la France est plus que complice. Pour moi, elle est co-auteur du génocide sans aucun doute. On pourra en discuter un peu plus tard, et d'ailleurs, pour Moukio, nous l'avons suffisamment démontré. Elle est co-auteur. Sur le plan juridique, pour passer un peu rapidement, le système judiciaire rwandais en 1994 était totalement délabré. Avant le génocide, on avait 785 magistrats. 785 magistrats des cours et tribunaux. Et en novembre 1994, il en restait 244. Ce qui fait qu'il manquait 541 magistrats qui étaient morts ou exilés. Donc il fallait fonctionner avec un système judiciaire de cet ordre-là. Aux mêmes dates, pour les parquets, en novembre 1994, il y avait seulement 12 magistrats des parquets pour tout le pays qui restaient en vie. Et avant le génocide, ils étaient 70. Bon, s'agissant des agents de la police judiciaire qui devaient mener les instructions, les secrétaires des parquets, les greffiers, avant le génocide, on avait un chiffre de 631. Et en novembre 1994, il en restait 137. Donc, ces chiffres-là vous montrent l'immensité de la tâche qu'il fallait mener. Et rappelez-vous que déjà, fin 1994, on avait à peu près 120 000 détenus qui étaient mis en prison pour génocide. Alors, le Rwanda a mis en place toute une série de techniques pour essayer de résoudre ce problème. On a d'abord mis en place ce qu'on appelait les commissions de triage, qui étaient constituées d'agents de l'État et de l'ordre judiciaire, qui circulaient dans toutes les régions du pays, notamment dans les prisons, pour voir les personnes sur lesquelles il existait très peu d'indices dans les dossiers et les libérer. On est parvenu avec cette technique-là à libérer environ 35 000 personnes. Mais même à libérer ces 35 000 personnes, il restait encore environ 110 000 personnes à juger. S'agissant des procès, les procès, ils ont débuté en 97, en janvier 97. Et je vais vous donner quelques chiffres quand même, parce qu'à la fin de l'année 97, on avait seulement jugé 304 personnes. 304 pendant toute une année. Et sur ces 304, les 108 personnes avaient été condamnées à mort, c'est-à-dire 33% de jugement. 103 s'étaient vu infliger la peine d'emprisonnement à perpétuité. 17 personnes avaient été acquittées. Et au bout de 2 ans, en novembre 1999, le chiffre total de personnes jugées était de 2406. 2406. Et avec ces chiffres, le bilan qui a été fait, c'était qu'il n'était pas possible, en tout cas, de pouvoir résorber le contentieux du génocide dans un délai raisonnable. Les victimes allaient mourir sans voir la justice, et même les accusés aussi allaient mourir sans être jugés. Et c'est la raison pour laquelle on a recouru à la technique populaire qu'on a appelée gachacha, c'est-à-dire des tribunaux participatifs, qui ont consisté à juger environ 10 000 personnes en même temps. En même temps. Peut-être ça vous étonne, mais l'idée c'était que le Rwanda était constitué de 12 préfectures. C'est à l'époque où la loi a été conçue. Il était constitué de 154 communes, de 1600 secteurs et de 8000 cellules.
Et les procès se déroulaient, les procès Gacaca se déroulaient dans les secteurs et dans les cellules. C'est-à-dire 8000 cellules en même temps et 1600 secteurs en même temps. Ce qui fait, ça fait pratiquement 10 000 procès qui se sont déroulés. Et c'est la raison pour laquelle, au bout de 5 ans, les juridictions Gacaca sont parvenues à régler ce problème du contentieux du génocide. Et je sais que des ONG, notamment Avocats sans frontières, Penal Reform International et autres, ont trop critiqué ce système au Gacaca, uniquement sur le fait qu'il n'y avait pas la présence d'avocats aux côtés des détenus, des accusés. Mais ces ONG oublient que le génocide était un crime qui a été commis en plein jour, avec la participation de la population. Donc tout le monde savait qui a tué, qui a été tué et qui ne l'a pas fait. Donc on a consisté tout simplement à demander à la population de reconstituer les faits. Donc une reconstitution de faits n'a pas besoin de l'expertise d'un avocat. Non. Et les résultats de Gacaca ont été intéressants parce que les Gacaca ont pu juger 1 951 388 affaires. 1 951 388 procès. Et en faisant les chiffres, on s'est rendu compte que environ 2 millions d'adultes ont participé au génocide. 2 millions d'adultes en 1994 ont participé au génocide. Parce que le recensement de 91 avait démontré qu'il existait 3,5 millions d'adultes au Rwanda. Et donc, sur les 3,5 millions d'adultes, s'il y a déjà presque 1 951 388 qui ont participé au génocide, ça montre quoi? 2 millions presque. Et c'est la raison pour laquelle le génocide a été exécuté en très peu de temps. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont participé. Et ce chiffre peut être à la hausse, parce que le 1 951 que j'indique, c'est le million de procès, le nombre d'affaires jugées. Ce ne sont pas le nombre de personnes, parce qu'il y a les personnes qui ont été jugées dans une même affaire, mais en étant nombreux. Bon. Alors, que dire? Maintenant, Gacaca est terminé. Je vais dire quelques mots, pour ne pas trop traîner, quelques mots sur la loi actuelle concernant les procès après le Gacaca. Qu'est-ce qui se passe maintenant que Gacaca n'est plus fonctionnaire? Alors, il y a une loi qui a été mise en place pour remplacer Gacaca, et la loi prévoit plusieurs choses. J'indique les plus essentielles. La loi prévoit notamment que toutes les personnes qui faisaient partie de la première catégorie de génocidaires, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la classe des planificateurs, s'il y a certaines d'entre elles qui sont rattrapées après Gacaca, ils vont être jugés par le tribunal de grande instance. Le tribunal de grande instance va juger les personnes de la première catégorie, c'est-à-dire généralement les planificateurs. Et le tribunal de base, c'est-à-dire le deuxième échelon, le tribunal de base va juger les personnes qui ont agi en tant que étant dans les instances dirigeantes au niveau sous-préfectoral et communal. Pour la première catégorie, j'ai oublié aussi de dire que les dirigeants au niveau national et préfectoral sont aussi jugés par le tribunal de grande instance. Et le tribunal de base va juger ce qui était en fonction au niveau des sous-préfectures ou au niveau des communes, de même que ce qui dirigeait les partis politiques, les membres du commandement de la police communale, les dirigeants des confessions religieuses, les chefs des milices et toutes les personnes qui ont encouragé les autres à commettre le génocide. Également, les auteurs de viols seront jugés par le tribunal de base. Je dois souligner sur cet aspect-là qu'il y a quand même un point intéressant. Dans le nouveau code pénal qui est en vigueur depuis 2012, le nouveau code pénal a ajouté le crime de vol des victimes du génocide. Je crois que c'est un aspect intéressant parce qu'on s'est rendu compte que parmi les actes constitutifs de l'idéologie du génocide, il y a le fait de détruire les monuments, de détruire les mémoriaux, de détruire aussi ou d'abîmer les corps des victimes. Et tout acte portant atteinte au corps des victimes du génocide est un crime passible d'emprisonnement à 15 à 20 ans selon le nouveau code pénal. Donc, vous voyez, c'est un aspect intéressant. Aussi, le code pénal a ajouté d'autres infractions en rapport avec le génocide.
je le disais tout à l'heure, la démolition de sites mémoriaux ou des cimetières du génocide, ainsi que la destruction des corps des victimes du génocide. Maintenant, pour les biens qui ont été détruits pendant le génocide, qu'est-ce qui se passe? Les biens qui ont été détruits pendant le génocide et qui n'ont pas été jugés par la juridiction Gacaca seront jugés par les comités de conciliateurs. Les conciliateurs, c'est un peu aussi comme Gacaca parce que ce sont les membres de la population qui sont élus, choisis pour connaître des litiges de moindre envergure. Donc si vous avez des difficultés ou disons des problèmes en rapport avec les biens endommagés ou détruits pendant le génocide, il faut s'adresser au comité de conciliateurs du lieu où se trouvent ces biens. Assez rapidement, pour Gacaca, il y a des cas d'extradition. C'est important aussi, je crois, pour la diaspora de le savoir. Il y a des personnes qui ont été jugées par Gacaca, mais qui ne se trouvaient pas au Rwanda. Ces personnes-là, s'il y en a certaines d'entre elles qui sont extradées vers le Rwanda, s'il y a un jugement qui a été rendu, le jugement est d'office, comment dirais-je, le jugement reprend à nouveau. C'est-à-dire que le jugement Gacaca qui a été rendu contre une personne absente, si la personne rentre au Rwanda, le jugement est d'office supprimé et il y a un nouveau jugement qui commence. Il y a aussi des cas de révision où une personne qui a été condamnée par Gacaca, c'est peut-être aussi un sujet qui aura pas mal de discussions, il y a des cas de révision qui sont prévus dans la nouvelle loi. Et notamment, s'il y a une personne qui a été condamnée et qu'on retrouve une autre personne qui a été condamnée pour le même crime, par exemple, cette personne-là, condamnée avant, peut demander la révision. Donc, il y a environ 5 conditions prévues pour des cas de révision. Et je dois vous dire, chers amis, qu'actuellement, on a beaucoup de cas de demandes de personnes condamnées qui demandent que le procès soit révisé. Et la plupart se basent sur le fait que, dans la prévision de la nouvelle loi, il y a une disposition qui dit que s'il est prouvé que la cour qui a rendu le jugement était corrompue, la personne condamnée par ce tribunal-là peut demander la révision. Donc actuellement, beaucoup de cas qui demandent des révisions sous prétexte que le tribunal qui les a condamnés était corrompu. Bon, rapidement, je ne sais pas combien de minutes il me reste, sur le TPI, le bilan du tribunal pénal international pour le Rwanda. Concernant les États étrangers, je passe assez rapidement, je n'en dis même aucun mot. Le TPIR. On doit dire des choses sur le TPIR, à mon avis. Il y a quelques aspects positifs que ce tribunal a accomplis. Le premier point, c'est que le TPR quand même a contribué à lutter contre l'impunité. Parce que le TPR a arrêté et jugé un grand nombre de ministres du gouvernement qui a préparé le génocide. Le TPR a jugé un certain nombre de hauts militaires et de hauts cadres de l'administration qui n'auraient pas pu être jugés s'ils n'avaient pas existé. Donc on doit lui reconnaître cette importance-là. Deuxième élément, le TPIR a quand même établi qu'il a été commis un génocide contre le groupe ethnique Tutsi du Rwanda. Il y a une reconnaissance judiciaire internationale du génocide Tutsi établi par le TPIR. Et si le TPIR n'avait pas existé, cette reconnaissance-là serait toujours sujet à discussion. Et permettez que je cite une toute petite partie du jugement à Kayesu où le tribunal a été très clair là-dessus. Il dit, parallèlement au conflit, un génocide contre le groupe Tutsi a bien été perpétré. L'exécution de ce génocide a probablement pu être facilitée par le conflit, en ce sens que les combats contre les forces du FPR ont servi de prétexte à la propagande incitant à commettre le génocide contre les Tutsis, en faisant un amalgame entre combattants du FPR et civils Tutsis, à la faveur de l'idée bien relayée par les médias, selon laquelle chaque Tutsi était un complice des Inkotanyi. Le fait que ce génocide ait été perpétré, alors même que les FARC étaient en conflit avec le FPR, ne saurait en aucun cas servir de circonstance atténuante à sa survenance. Ça, c'est une affirmation du TPIR dans le tout premier jugement qu'il a rendu à l'affaire Kayesu. Et s'agissant de la planification du génocide, parce que un certain nombre de personnes, notamment des négationnistes et leurs amis, prétendent que le TPIR n'a pas établi la planification du génocide. C'est faux.
le TPR a bien établi qu'il y a eu planification du génocide par deux éléments. Un, le plaidoyer de culpabilité de Jean Kambanda. Jean Kambanda qui était Premier ministre de ce gouvernement qui a commis le génocide, il a plaidé coupable et notamment il a plaidé coupable d'entente en vue de commettre le génocide. Donc son gouvernement a établi un plan visant à l'extermination totale du groupe ethnique Tutsi. Donc son plaidoyer de culpabilité est un fait judiciaire qui ne peut plus être contesté. Et en 2006, le 10 juin 2006 et puis le 10 décembre 2006, dans l'affaire qu'on a appelée Karemera, le TPR a même dit que le génocide contre les Tutsis est un fait de notoriété publique qui ne peut plus être mis à discussion. En première instance, le 10 juin 2006 et puis en appel le 10 décembre 2006. Donc, un fait de notoriété publique qui ne peut plus être discuté. Et depuis l'arrêt de la Cour d'appel du TPIR de cette année-là, il n'a plus été question du débat sur l'existence ou pas du génocide contre les Tutsis au TPIR. Toutes les personnes jugées devaient répondre de génocide sans aucune autre discussion. Donc là-dedans, il y a quand même, ce sont les quelques éléments que j'ai évoqués, mais à mon sens, importants à connaître. Évidemment, au niveau des lacunes, le TPIR a connu beaucoup de lacunes, tant au niveau de l'administration, tant au niveau du fonctionnement, au niveau du déroulement des enquêtes, parce qu'il y a même des personnes qui ont été acquittées parce que les dossiers avaient été mal préparés. C'est le cas du dossier de Kiangougou qui concernait Bagambiki, c'est le cas du dossier Kabirigi, de Zigiranyirazo et autres.